Ma fille a oublié de raccrocher le téléphone. J'ai entendu qu'il était temps pour lui d'aller en maison de retraite. Il est un fardeau. Je n'ai rien dit, mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai vendu la maison de campagne pour 850 000 €. Ils sont revenus d'un voyage d'affaires tout souriants, mais une surprise les attendait. Les clés n'entraient pas dans la serrure. Ils ont trouvé une note sur le seuil de la porte et, après l'avoir lue, ils se sont mis à hurler. Et c'est là que j'ai compris qu'ils n'en resteraient pas là. Ce n'était que le début. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Le téléphone a sonné juste au moment où je raclais les dernières traces de bœuf bourguignon de mon assiette. La recette de Monique, même si le mien n'avait jamais tout à fait le même goût sans sa touche personnelle. J'ai jeté un œil à l'écran et j'ai souri malgré moi. Chloé. Papa, comment tu tiens le coup? Sa voix portait cette chaleur familière qui me serrait toujours la poitrine, un mélange d'amour et de solitude. Je me suis installé dans le vieux fauteuil de Monique, le cuir usé et lissé par des années de ses lectures vespérales. Oh, tu me connais, ma chérie. Je viens de finir de dîner et j'allais regarder le journal. Je n'ai pas mentionné que c'était les restes d'il y a 3 jours, ni que j'avais passé la meilleure partie de l'heure à fixer la photo de Monique sur la cheminée. Tu manges assez? Tu sais, tu peux toujours commander tes courses en ligne maintenant, n'est-ce pas? Je t'ai montré l'application. Je mange à ma faim, les jeux interrompus doucement. J'ai eu une petite frayeur hier, cela dit. J'ai oublié d'éteindre le feu sous ma cafetière. Heureusement que j'ai senti l'odeur de brûlé depuis le salon. Il y a eu un silence. Je pouvais l'imaginer froncer les sourcils de cette façon qu'elle tenait de sa mère. Le même petit pli entre ses sourcils. Papa, peut-être qu'on devrait parler de trouver quelqu'un pour passer te voir plus régulièrement. Stéphane pense que je vais bien, Chloé. Vraiment. Comment se passe ton voyage d'affaires? Vous êtes dans ce village médiéval en Dordogne, c'est ça? Oui, le séminaire se termine demain. Stéphane s'est occupé de la plupart des réunions avec les clients pendant que j'assistais à ses présentations interminables sur les tendances du marketing digital. Elle a ri, mais le son semblait forcé. Écoute, papa, je devrais y aller. Stéphane et moi avons un dîner avec des investisseurs potentiels. Bien sûr, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Prends bien soin de toi, d'accord? J'ai entendu un clic, puis des bruits de froissement. Elle a dû laisser tomber le téléphone dans son sac à main, ai-je pensé, en tendant la main pour raccrocher de mon côté. Mais ensuite, j'ai entendu des voix, étouffées, mais suffisamment claires à travers le microphone de son téléphone. Stéphane, tu vois bien comment il se dégrade? La voix de Chloé, qui n'avait plus rien de chaleureux ni d'attentionné. Il a oublié d'éteindre la gazinière hier. Et s'il mettait le feu à la maison? Ma main s'est figée sur le combiné. Un froid glacial s'est répandu dans ma poitrine. Il est temps de le mettre en maison de retraite, Chloé. La voix de Stéphane, froide et pragmatique. Il devient un fardeau, et tu le sais. Ton père est un homme bien, mais il ne peut plus vivre seul. La maison de campagne vaut près d'1 million maintenant. Le ton de Chloé était passé au calcul pur. Avec le marché de la région des Alpilles, on pourrait probablement en tirer 850 000 €, peut-être plus. Exactement. Stéphane semblait satisfait. On pourrait la vendre, le placer dans un endroit décent, pas trop cher, et enfin acheter cette maison à Annecy qu'on regarde depuis des mois, celle avec la vue sur le Mont Blanc. Ma fille a ri. Elle a vraiment ri. Mon Dieu, Stéphane, tu aurais dû le voir ce soir. Si reconnaissant juste d'avoir de mes nouvelles. Il n'a aucune idée de ce qu'on prépare. Plus on attend, plus il deviendra confus. On devrait frapper tant qu'il nous fait encore entièrement confiance. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis, tombant bruyamment sur le parquet en chêne que Monique et moi avions posé ensemble il y a 23 ans. Chaque lame posée de mes propres mains, chaque clou enfoncé en pensant à l'avenir de notre famille. Je suis resté assis dans le silence soudain de ma maison vide, fixant la photographie de Monique. Ses yeux semblaient sonder les miens avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la déception, un avertissement, ou peut-être simplement cette terrible connaissance qui vient à ceux qui ont déjà quitté ce monde. L'horloge comptoise dans le couloir,
le cadeau d'anniversaire de mariage de Monique il y a 15 ans, battait la mesure avec régularité dans l'obscurité grandissante. Dehors, les premiers grillons du printemps entamaient leur chant du soir dans le jardin que Monique avait planté et que j'entretenais encore. Quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine, remplaçant la chaleur que j'avais ressentie en entendant la voix de ma fille quelques instants plus tôt. Mes mains, usées par des décennies de travail dans le bâtiment, se sont lentement refermées en poing. Il pensait que j'étais un fardeau. Il pensait que j'étais confus, impuissant, prêt à être géré et mis au rebut. Ils dépensaient déjà mon argent, planifiaient déjà leur nouvelle vie sur ma tombe. Mais je n'étais pas encore mort, et je n'étais pas aussi confus qu'ils le croyaient. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là dans le noir, le visage de Monique me regardant depuis le cadre en argent sur le guéridon. La maison semblait différente maintenant, comme si les murs eux-mêmes avaient entendu la trahison de ma fille et retenaient leur souffle. Mes jambes étaient instables quand je me suis finalement levé pour allumer la lampe. La lumière chaude a inondé le salon que nous avions meublé pièce par pièce. Chaque objet choisi avec soin et acquis grâce à des sacrifices. Le canapé Bordeaux où Chloé se pelotonnait pour faire ses devoirs. La table basse que j'avais fabriquée dans le garage, la ponçant jusqu'à ce qu'elle soit lisse pendant qu'elle jouait à mes pieds. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les vieilles factures et les papiers. Mes doigts ont trouvé le dossier que je cherchais sans même y penser. 20 ans de documents financiers que je n'avais jamais jetés parce que Monique disait toujours « on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin ». Les quittances de l'école de commerce de Chloé, 45 000 € sur 4 ans. Je me souvenais de ces journées de travail double, rentrant à la maison avec de la poussière de ciment dans les cheveux et du plâtre sous les ongles. Monique m'attendait avec un café et me massait les épaules pendant que je payais les factures à cette même table de cuisine. « Jean, tu te tues au travail », m'avait-elle dit un soir, en me regardant calculer comment payer le semestre de printemps de Chloé. Elle mérite mieux que ce que nous avons eu, Monique. Elle est assez intelligente pour tout réussir. Monique avait embrassé le sommet de ma tête. Fais juste attention à ne pas lui en donner au point qu'elle oublie d'être reconnaissante. J'aurais dû l'écouter. Mon Dieu, j'aurais dû l'écouter. Les factures du mariage étaient là aussi. 30 000 € pour une seule journée. J'avais dit à Chloé que nous pouvions nous permettre 5 000, peut-être 8 000 en nous serrant la ceinture, mais elle avait pleuré, vraiment pleuré, en disant qu'elle voulait le mariage de ses rêves. J'avais travaillé tous les week-ends pendant 6 mois à poser des parquets pour un ami entrepreneur qui me payait au noir. « Papa, tu es le meilleur père du monde », m'avait-elle chuchoté pendant notre danse, sa tête sur mon épaule, sa robe de mariée bruissant contre mon smoking de location. Je n'oublierai jamais ça. Mais elle avait oublié. Tout comme elle avait oublié qui s'était porté garant pour son premier prêt auto quand son dossier n'était pas assez solide. Tout comme elle avait oublié qui avait passé les coups de fil pour lui obtenir ce poste en marketing quand elle était au chômage pendant 8 mois après son diplôme. J'ai trouvé les relevés bancaires d'il y a 2 ans, après que Stéphane eut perdu son poste de conseiller financier pour des raisons qu'ils n'ont jamais complètement expliquées. Ils avaient emménagé temporairement, juste le temps que Stéphane trouve quelque chose de nouveau. Je ne leur avais jamais demandé de loyer. J'avais payé l'augmentation des factures d'électricité, fait les courses pour 3 adultes au lieu d'un veuf solitaire. Stéphane me tapotait l'épaule et me qualifiait de « l'homme le plus généreux de Provence ». Chloé me serrait dans ses bras et disait « Papa, on te remboursera dès qu'on sera sur pied ». Ils étaient sur pied depuis plus d'1 an maintenant, tous deux avec de bons emplois, gagnant plus d'argent que je n'en avais jamais eu. Mais ils n'avaient jamais mentionné de déménager, jamais mentionné de me rembourser. Le dîner d'anniversaire que j'avais payé le mois dernier, 200 € dans ce restaurant gastronomique en centre-ville parce que Stéphane disait qu'il méritait de célébrer. La facture de réparation de la voiture que j'avais couverte lorsque la Peugeot 5008 de Stéphane avait eu besoin d'une nouvelle transmission, 3 000 € qui avait vidé mon fonds d'urgence. Jean est comme un père pour moi, avait dit Stéphane à ses amis lors de leur dernière réception dans le jardin, son bras autour de mes épaules. J'ai tellement de chance d'être entré dans cette famille. J'avais été fier, vraiment fier, d'être le beau-père généreux, l'homme qui prenait soin de sa famille quoi qu'il en coûte. Je suis monté à l'étage, dans la chambre que Monique et moi partagions, toujours inchangée après 2 ans. Sa boîte à bijoux était sur la commode, ses lunettes de lecture pliées à côté de la lampe. J'ai ouvert le tiroir du bas où je gardais nos papiers importants et j'ai sorti notre acte de propriété original. Jean et Monique Dubois, achat en 1999. Pas d'hypothèque,
pas de co-signataire, pas de complications. Mon nom seul, maintenant que Monique était partie. Debout là, dans la chambre où Monique avait passé ses derniers jours, entourée de tout ce que nous avions construit ensemble, j'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur était toujours là, tranchante comme du verre brisé. Mais en dessous, quelque chose de plus dur se formait. Il voulait me mettre à l'écart et vendre l'œuvre de ma vie. Il pensait que j'étais trop vieux, trop confus, trop reconnaissant de leur attention pour me battre. J'ai regardé la photo de Monique sur la table de chevet, me souvenant de sa voix toutes ces années auparavant. Ne lui en donne pas au point qu'elle oublie d'être reconnaissante. Eh bien, Monique, notre fille avait définitivement oublié, mais elle était sur le point de se rappeler que son vieux père n'était pas aussi impuissant qu'elle le pensait. Je suis allé dans mon bureau et j'ai sorti la carte de visite que je gardais dans le tiroir de mon bureau depuis 3 ans. Nicolas Leroy, avocat. Monique avait insisté pour que nous le rencontrions après son diagnostic de cancer, juste pour nous assurer que nos affaires étaient en ordre. Il était temps pour une autre consultation. Le lendemain matin, j'ai traversé ma maison comme un étranger la voyant pour la première fois. Mais au lieu de voir un foyer, je voyais ce que Chloé et Stéphane voyaient, des mètres carrés, une valeur marchande, des actifs liquides. Dans la cuisine, j'ai passé la main sur le plan de travail en granit que j'avais installé moi-même, travaillant à la lumière d'une lampe après ma journée de travail, car nous n'avions pas les moyens d'engager des artisans. Monique avait choisi le motif, un gris moucheté avec des veines dorées qui attrapaient la lumière du matin. Elle avait fait le café sur ce comptoir chaque matin pendant 16 ans, jusqu'à ce que le cancer lui ôte ses forces. Je me souvenais du matin de Noël où Chloé, âgée de 3 ans, avait fait ses premiers pas chancelant juste ici, du réfrigérateur au bras tendu de Monique. Nous avions tous les deux pleuré de joie, Monique soulevant notre fille et la faisant tourner pendant que je me précipitais pour trouver l'appareil photo. Notre bébé marche dans notre maison, avait murmuré Monique, les larmes coulant sur son visage. Dans la maison que nous avons construite pour elle. Le salon contenait 25 ans de matin de Noël. Je pouvais encore voir le visage de Chloé, 7 ans, s'illuminer à la vue de la maison de poupée. J'avais passé 3 mois à la construire dans le garage, travaillant en secret après qu'elle se soit couchée. Monique avait cousu de minuscules rideaux pour les fenêtres, fabriqué des meubles miniatures avec du carton et des chutes de tissu. « Papa, c'est exactement comme notre maison !» avait crié Chloé. Et c'était vrai. J'en avais fait une réplique parfaite, jusqu'à la petite baille vitrée de ce qui représentait sa chambre. Cette baie vitrée m'avait coûté 6 mois d'heures supplémentaires. Monique l'avait vue dans un magazine et était tombée amoureuse de l'idée d'y lire l'après-midi. J'avais appris à couper des angles que je n'avais jamais coupés auparavant, mesurer et remesurer jusqu'à ce que mon dos me fasse mal à force de ramper autour du cadre. « Jean, nous ne pouvons pas nous permettre ça », s'était inquiété Monique en me voyant marquer les mesures sur le mur. « Tu le veux, tu l'auras », lui avais-je dit. « Je trouverai un moyen. » Je suis monté dans l'ancienne chambre de Chloé, toujours peinte du jaune doux qu'elle avait choisi pour son 16e anniversaire, toujours décorée de photos de ses amis du lycée et de souvenirs d'université. La chambre où je l'avais bercée pendant ses nuits de colique, où Monique et moi l'avions aidé avec ses devoirs d'algèbre sur le petit bureau blanc que j'avais construit pour qu'il s'intègre parfaitement sous la fenêtre. La chambre principale était la plus difficile. Du côté du lit de Monique, il y avait encore son verre d'eau sur la table de chevet, son marque-page indiquant toujours la page 247 du roman qu'elle ne finirait jamais. J'avais construit ces dressings de mes propres mains, conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement à la taille de Monique. Ses vêtements y étaient toujours suspendus, sentant encore faiblement son parfum. C'était la pièce où nous avions planifié notre avenir, où nous avions chuchoté nos rêves pour Chloé, où Monique était morte en me tenant la main pendant que les machines bipaient autour de nous. « Promets-moi que tu ne les laisseras pas profiter de toi », avait-elle dit vers la fin, sa voix à peine un murmure. « Tu es trop bon, Jean. Trop généreux. Promets-moi que tu prendras soin de toi. » J'avais promis, mais je n'avais pas tenu cette promesse, n'est-ce pas? Dans mon bureau, j'ai trouvé le dossier de photos de la construction que Monique avait conservé, des photos de moi coulant les fondations au printemps 1999, 25 ans plus jeune et 20 kilos plus fort. Moi et mon équipe installant la charpente. Monique avec son casque de chantier, nous apportant de la limonade les jours de grande chaleur. Son ventre commençant à peine à s'arrondir, portant Chloé. Les documents financiers de ces années racontaient l'histoire que les photos de Monique ne pouvaient pas raconter. Deuxième hypothèque, prêt personnel de mon frère.
Monique prenant un emploi à temps partiel au secrétariat de l'école pour aider avec le coût des matériaux. Nous avions mangé des haricots et du riz pendant des mois. Conduisions des voitures qui tenaient par la prière et le ruban adhésif. Mais nous avions construit cette maison avec notre sueur, nos sacrifices, notre amour l'un pour l'autre et pour la famille que nous créions. Et maintenant, ma fille, le bébé qui avait fait ses premiers pas dans cette cuisine, l'enfant qui avait joué dans le jardin que j'avais aménagé à la main, voulait tout vendre et me mettre de côté comme un meuble encombrant. J'ai pris la carte de visite de Nicolas Leroy sur mon bureau. Les bords étaient usés par 3 ans de manipulation, mais le numéro de téléphone était toujours lisible. Chloé et Stéphane pensaient avoir affaire à un vieil homme confus qui serait reconnaissant pour la moindre miette d'attention qu'il lui jetterait. Ils pensaient que j'étais faible, impuissant, prêt à leur céder l'œuvre de ma vie sans me battre. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. J'ai composé le numéro de Nicolas, l'écoutant sonner, mes mains fermes comme la pierre. Dehors, la matinée de printemps était claire et lumineuse. Le genre de journée que Monique aimait, le genre de journée pour les nouveaux départs. Le cabinet d'avocats Leroy et Associés occupait le premier étage d'un modeste immeuble en briques sur la rue de la Gare, le genre d'endroit spécialisé dans l'aide aux gens ordinaires avec de vrais problèmes plutôt que d'impressionner des clients fortunés. J'avais choisi mon meilleur costume, le gris anthracite que Monique avait choisi pour moi pour son enterrement, et je suis arrivé 15 minutes en avance, mes mains ne tremblant que légèrement en signant le registre à la réception. Nicolas Leroy était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 55 ans, avec des tempes grisonnantes et le comportement patient d'un homme qui avait entendu toutes les horreurs familiales possibles et imaginables. Son bureau était tapissé de livres de droit et de photos de famille, une femme, 2 adolescents, un golden retriever, le genre de vie normale que Monique et moi avions essayé de construire. Monsieur Dubois, heureux de vous revoir. Nicolas a versé du café d'une petite machine dans le coin, l'odeur riche emplissant l'espace entre les documents juridiques et les classeurs. Je me souviens de vous et de Monique il y a quelques années. Je suis désolé pour votre perte. Merci. J'ai accepté le café, surpris de la fermeté de ma voix. Je dois discuter de quelque chose de délicat concernant ma fille et mon gendre. Nicolas s'est installé derrière son bureau, stylo en main. Je vous écoute. Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, la conversation surprise, leur plan pour vendre ma maison et me mettre en maison de retraite. L'expression de Nicolas n'a jamais changé, mais je l'ai vu secouer légèrement la tête lorsque j'ai décrit leur empressement à dépenser mon argent pour leur maison de rêve à Annecy. Malheureusement, Monsieur Dubois, ce scénario est plus courant que vous ne le pensez. Nicolas a posé son stylo et s'est adossé à son fauteuil. Les enfants adultes supposent souvent qu'ils savent ce qui est le mieux pour leurs parents vieillissants, surtout lorsque des actifs de valeur sont en jeu. Mais ils ne peuvent rien faire, n'est-ce pas? Je veux dire, légalement. Commençons par les bases. La maison est à votre nom seul depuis le décès de votre femme. C'est exact. C'est exact. Monique et moi la possédions conjointement, mais à sa mort, elle m'a été transférée automatiquement. Alors, légalement parlant, votre fille et votre gendre n'ont absolument aucun droit sur votre propriété. Ils ne peuvent pas la vendre, ne peuvent pas vous forcer à entrer dans un établissement de soins, ne peuvent prendre aucune décision concernant vos biens sans votre consentement explicite. Nicolas a sorti un bloc-notes de son tiroir et a commencé à prendre des notes. La maison vous appartient. Point final. Un soulagement m'a envahi, suivi immédiatement par quelque chose de plus vif. Donc, si je voulais la vendre moi-même. Vous pourriez la mettre sur le marché demain si vous le souhaitiez. C'est votre propriété, votre décision. Nicolas a levé les yeux de ses notes. Puis-je vous demander pourquoi vous envisagez cette option? J'ai pensé au rire de Chloé quand elle m'avait traité de fardeau, au calcul froid de Stéphane sur ma valeur, à 25 ans de sacrifice réduit à une transaction immobilière. Ils pensent que je suis impuissant, confus. Ils pensent qu'ils peuvent me gérer comme un bien immobilier. Mes mains se sont crispées autour de la tasse de café. Peut-être qu'il est temps que je leur montre à quel point mon esprit est vif. Nicolas est resté silencieux un instant, étudiant mon visage. Le marché immobilier de la région des Alpilles est incroyablement fort en ce moment, surtout dans votre quartier. Les propriétés se vendent en quelques jours, souvent pour des offres en espèces au-dessus du prix demandé. Il a fait une pause. Si vous étiez sérieux à l'idée de vendre rapidement, avant que votre fille et votre gendre ne reviennent de leur voyage, à quelle vitesse cela pourrait-il se faire?
Avec le bon acheteur, et il y a beaucoup d'investisseurs qui recherchent des propriétés comme la vôtre, nous pourrions conclure une vente en une semaine, peut-être moins. Nicolas s'est penché en avant. Mais monsieur Dubois, c'est une décision majeure. Une fois que vous vendez, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai construit cette maison de mes propres mains, maître Leroy. Chaque planche, chaque clou, chaque détail sur mesure. Je sais exactement ce que je fais. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des aspects pratiques, des estimations de la valeur marchande, des réseaux d'acheteurs au comptant, des exigences légales. Nicolas a expliqué qu'il pourrait tout préparer en 24 heures si j'étais sérieux. Les frais de consultation sont de 200 €, a dit Nicolas alors que je me préparais à partir. Si vous décidez d'aller de l'avant, cela s'appliquera à mes honoraires pour la vente. J'ai payé en espèces, me sentant plus lucide que je ne l'avais été depuis des mois. En marchant vers ma camionnette sous le soleil printanier, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Le nom de Chloé est apparu à l'écran, et pour la première fois depuis sa trahison, j'ai souri. Le téléphone a sonné 1, 2, 3 fois. Je pouvais l'imaginer dans le hall d'un hôtel en Dordogne, vérifiant probablement sa montre, se demandant pourquoi son vieux père reconnaissant ne se précipitait pas pour répondre à son appel. Laisse-la se demander. Laisse-la, elle et Stéphane, faire leurs plans sur mon avenir, ma maison, ma vie. Ils allaient avoir la surprise de leur vie. Le téléphone a continué de sonner alors que je montais dans ma camionnette, la carte de visite de Nicolas Leroy en sécurité dans mon portefeuille, et un plan se formant dans mon esprit qui apprendrait à ma fille ingrate à qui elle avait affaire. J'avais construit ma vie à partir de rien une fois. Je pouvais certainement la démolir et la reconstruire selon mes propres termes. Le téléphone a finalement cessé de sonner, mais je savais qu'elle rappellerait. Elle le faisait toujours quand elle avait besoin de quelque chose du vieil homme. Cette fois, elle allait obtenir bien plus que ce qu'elle avait demandé. Au moment où j'ai atteint mon allée, la confiance avait remplacé le tremblement de mes mains. Les mots de Nicolas Leroy résonnaient dans mon esprit, c'est